Est-ce que ce qui est présenté ici, c'est les réserves prouvées ou ce qui est effectivement extrait de... Non, non, ça c'est les réserves prouvées, au sens où on dit qu'elles doivent être comptées. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ça va sortir effectivement. C'est-à-dire, c'est des gens qui disent qu'ils ont respecté les règles pour établir les réserves prouvées. Voilà, Mais, comme pour revenir à la question qui a été posée tout à l'heure, il n'y a pas de vérification par des tiers assermentés venant d'un autre pays, mettant leur nez dans le truc en disant oui, je suis d'accord. Alors, les réserves prouvées n'arrêtent pas d'augmenter. Maintenant, question, est-ce que ça veut dire que la production ne va pas arrêter d'augmenter? Alors là, on peut dire non. On est sûr que non, grâce à des maths que vous avez apprises quand vous étiez jeune. Alors, je ne me rappelle plus de quel... on m'a dit que c'était le théorème de Rolle, mais je ne sais plus si c'est exactement celui-là. Un jour, il faudrait que je regarde. Mais je sais que ce théorème peut se démontrer en tant que tel. Donc, vous avez sous terre du pétrole qui met n'importe quoi entre quelques dizaines de millions d'années et quelques centaines de millions d'années à se former. Alors, soit dit en passant, ce que je vais vous dire à partir de maintenant s'applique également aux minerais de cuivre, au tantal, au vanadium, au tungstène, au molybdène, au chrome et à l'indium. Dit autrement, dès que vous avez sous terre une ressource dont le stock de départ est donné une fois pour toutes, ce que je vais considérer en première approximation être le cas du pétrole à l'échelle des temps historiques, dit autrement, d'ici à ce que la civilisation industrielle des hommes s'éteigne, on va dire que ça va prendre n'importe quoi entre quelques décennies et quelques milliers d'années, eh bien, le stock de pétrole ne se réévaluera pas de manière significative. Donc je considère que j'ai un inventaire de départ en ce qui concerne le pétrole sous terre qui est donné une fois pour toutes. D'accord ? Une quantité donnée une fois pour toutes. Vous êtes d'accord avec moi que si la quantité de départ est donnée une fois pour toutes, je ne peux pas avoir une extraction au cours du temps qui soit indéfiniment croissante. Ça me donne une intégrale qui est infinie. Or, si mon stock de départ est donné une fois pour toutes, ça veut dire que l'intégrale de ma production, elle est nécessairement finie. En fait, elle est bornée, et sa borne supérieure, c'est le stock extractif de départ. On est d'accord ? Bon. Toujours très simple, on est d'accord qu'en fait, on ne peut même pas avoir une extraction qui soit indéfiniment constante. Donc, on ne peut même pas rester indéfiniment au même niveau. Même ça, c'est pas possible. En fait, le théorème, dont je ne me rappelle plus exactement du nom, si tant est qu'il se démontre comme tel, c'est que quand vous avez une fonction qui est positive et intégrable, entre moins l'infini et plus l'infini, dit autrement, vous savez qu'elle a une valeur finie, eh bien, vous pouvez démontrer que sa valeur moyenne sur n'importe quel intervalle non nul est nulle à moins l'infini, nulle à plus l'infini, et passe par un maximum absolu entre les deux. C'est assez simple, en fait, à démontrer. Ça se démontre très bien par l'absurde. Alors, la valeur moyenne de ma production sur un intervalle non nul, c'est par exemple ma production annuelle. Ma production annuelle est déjà une intégrale, donc c'est déjà une moyenne. On est d'accord? Oui ou non? On est d'accord, hein, une moyenne, c'est une intégrale divisée par un horizon de temps donc si c'est sur une année, c'est une moyenne. Donc, la production annuelle de pétrole, la production de pétrole étant une fonction positive et intégrable, je peux faire un cumul, et ça ne peut aller que dans un seul sens, ça ne peut que sortir de sous terre pour aller vers la surface, donc c'est positif et intégrable. Eh bien, la production annuelle de pétrole est nulle à moins l'infini, ça se démontre assez facilement, ça, sera nulle à plus l'infini et passera par un maximum absolu entre les deux. Dit autrement, je viens de vous démontrer que, en ce qui concerne la production de pétrole, comme de gaz, comme de charbon, comme de minerais de cuivre, comme de minerais de fer, comme de diamants, comme d'or, comme d'argent, comme de gallium, comme d'indium, comme de bauxite, etc. Vous aurez ce qu'on appelle un pic. C'est obligatoire. C'est pas optionnel. C'est pas quelque chose qui tient du malthusianisme. C'est pas je ne sais pas quoi. C'est juste un théorème de maths appliqué à quelque chose qui est non renouvelable. Alors, si le minerai de cuivre était le fruit d'une transmutation à large échelle qui avait lieu dans les entrailles de la Terre, je ne vous tiendrai pas ce discours. Hein. Mais en l'occurrence, pour toutes les ressources qui ne se renouvellent pas dans les entrailles de la Terre, vous aurez un pic. Alors les pétroliers le savent bien, puisque en ce qui concerne un gisement donné, vous avez toujours un pic. À un moment, le gisement, il ne produit pas, ne serait-ce que quand il n'a pas été découvert,
puis vous le mettez en production, puis il se met à produire de plus en plus, passe par un maximum, puis ça décline, et vous avez à la fin un gisement qui est plié. Ça vaut également pour un champ. Un champ est un ensemble de puits, donc si vous sommez un ensemble de courbes avec pic, vous vous retrouvez de nouveau avec une courbe avec pic. Ça vaut pour un gros champ. Cantarell, au Mexique, a été, je crois, le 10e plus gros champ jamais découvert au monde. D'accord ? Eh bien, Cantarell, la production du Mexique, on la verra tout à l'heure, a été divisée quasiment par 2 depuis que le champ a passé son pic en 10 ou 15 ans. C'est allé assez vite. Vous avez ici la production de pétrole conventionnel aux États-Unis qui a piqué en 1970, donc c'est hors pétrole de Rochemer. Ici, vous avez un chameau à la place du dromadaire, c'est le cas des États-Unis, de la Grande-Bretagne, pardon, où vous voyez un double pic, mais ce qui ne fait pas objection à mon théorème de tout à l'heure, et vous voyez la production par champ également. Et vous voyez très bien ici mon processus of the pack dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que les champs qui produisent le plus, c'est-à-dire les plus gros, sont ceux que vous voyez au début de l'histoire. Et à la fin, vous avez un croissant, c'est-à-dire plein de petites feuilles séparées par plein de petites interstices, d'accord, un millefeuille. Vous voyez qu'on a arrêté de découvrir des gros machins. Là encore, il y a un truc un peu significatif, mais sinon, on a arrêté de découvrir des gros machins. Hein. Donc vous voyez très très bien l'effet of the pack là-dessus. Là, vous avez des profils de production de puits de pétrole de Rochemer aux États-Unis. Celui-là est dans le plus grand bassin actuellement en exploitation aux États-Unis qui s'appelle le Permien. Alors le Permien, c'est aussi une aire géologique et on appelle ce bassin le Permien parce que c'est un bassin dans lequel la roche sédimentaire s'est formée au Permien. C'est de là que vient l'essentiel de la production de pétrole de Rochemer actuellement aux États-Unis. Alors vous voyez qu'après sa mise en production, la production du puits augmente très très vite et au bout de même pas un an, vous voyez, au bout d'un an, vous êtes à moins de la moitié du pic qui est lui-même survenu quelques mois après le début de la mise en production. Donc ça c'est pour le Permien, ça c'est pour un autre bassin qui s'appelle le Niobrara. Et là vous avez l'effet que je vous mentionnais tout à l'heure qui est que pour avoir une production croissante, il faut rajouter des puits en permanence, et dès que vous vous arrêtez de rajouter des puits, crac, votre production se met à décliner très vite. Alors vous avez une queue de production qui va durer très longtemps, mais à des niveaux qui sont beaucoup plus bas que le niveau auquel vous avez démarré votre puits. Alors il y a un certain nombre de pays qui ont passé leur pic. Voilà le Mexique, comme je le disais tout à l'heure, qui a passé son pic, voici maintenant une décennie. Ici, et depuis, ça a baissé de 40%. Ici, vous avez l'Argentine, qui a passé son pic il y a une petite vingtaine d'années, et depuis, ça a baissé également de manière significative. De ce fait, l'Argentine était importatrice de pétrole, est devenue exportatrice de pétrole, et de nouveau importatrice de pétrole. Vous avez ici l'Égypte, pareil, qui a passé son pic depuis longtemps, et depuis, ça a baissé. Alors pareil, là, vous avez la production de l'Égypte, là, vous avez la consommation de l'Égypte. Au moment où l'Égypte était dans cette phase-là, elle a subventionné ses carburants, c'est-à-dire qu'elle a dit aux Égyptiens, il y a plein de pétrole qui sort de nos puits, là, on va vous donner le pétrole pour vraiment pas cher. D'accord ? Donc, je vais subventionner le carburant. Et puis, arrive le moment où la production devient inférieure à la consommation, et à ce moment, est-ce que vous pensez que la subvention au carburant s'arrête ? La réponse est non. Et donc, à ce moment, mais le drame de l'Égypte, il y a d'autres pays qui ont connu la même histoire, vous vous mettez à subventionner les importations. Donc vous avez un phénomène de déstabilisation de la demande de pétrole sur le marché mondial. Et pour revenir à la question de tout à l'heure, qui est pourquoi les prix oscillent, là vous avez un pays qui participe à la non-correction par les prix de marché de l'insuffisance d'offres, parce que comme c'est un pays où la différence entre le prix de marché et un prix fixé à la pompe est payé par l'État, en fait quand les prix s'envolent, c'est mauvais pour les finances de l'État, mais ça ne change pas grand-chose au comportement du consommateur. Hein ? Ici, vous avez un autre cas de figure exactement identique qui est l'Indonésie. Donc l'Indonésie a été historiquement un des premiers pays producteurs de pétrole, et soit dit en passant, l'Indonésie explique, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, l'attaque de Pearl Harbor.
Vous avez entendu parler de l'attaque de Pearl Harbor. Bon. Alors si vous êtes comme moi, mais à 30 ans d'intervalle, vous êtes peut-être demandé en cours d'histoire, pourquoi donc est-ce que les Japonais ont attaqué les Américains à Pearl Harbor? Qu'est-ce qui leur est passé par la tête, ça? Pourquoi ils sont allés faire un truc comme ça? Les Américains les emmerdaient pas, ils leur demandaient rien, et pourquoi? Eh bien la réponse, c'est l'Indonésie. Alors, petite remise en contexte, avant-guerre, en 1939, les États-Unis contrôlent 70% de la production mondiale de pétrole. Donc il ne faut pas se demander d'où est venue la puissance américaine, elle est venue de là. 70% de la production mondiale de pétrole. Le Japon dépend notamment des approvisionnements américains. Et puis au moment où démarre la guerre, il y a les Américains qui se disent là, on va quand même être un peu plus regardants sur la façon dont on donne du pétrole aux Japonais. Et alors à ce moment, les Japonais se sont dit on va faire un pari. On va s'approprier le pétrole indonésien par la force, et la seule manière d'être sûr qu'on va y arriver, c'est d'anéantir la flotte du Pacifique des Américains, et le temps qu'ils se réveillent, c'est-à-dire le temps qu'ils reconstruisent leur marine de guerre, nous, on aura sécurisé la route du pétrole vers l'Indonésie et on sera invincible. Voilà, c'était ça le pari des Japonais. C'est extrêmement bien documenté dans un bouquin qui s'appelle Or Noir, d'un de mes collaborateurs, qui s'appelle Mathieu Ozano, que je vous recommande, qui fait 600 pages, donc vous avez de quoi vaincre quelques insomnies. Or Noir et en dessous la grande histoire du pétrole. C'est remarquable, je vous le conseille en lecture. Donc vous voyez, l'Indonésie démarre le XXe siècle comme pays producteur de pétrole, du coup pareil, ils subventionnent les carburants, du coup la consommation augmente, et puis là ils deviennent importateurs et ils doivent subventionner leurs importations parce que l'Indonésie a passé son pic depuis maintenant plusieurs décennies, enfin le pic même secondaire, et ils ont une production qui a été divisée par deux. Et à une époque, le pétrole leur ramenait 30% de leur PIB, alors que maintenant, ça leur coûte 5%, en gros, de leur PIB. Hein? Donc il y a eu un énorme effet de balancier dans ce pays, où d'énormes sources de recettes à l'exportation, parce que les carburants étaient subventionnés, c'est devenu un gros poste de déficit. Ici, vous avez le Venezuela. Alors vous voyez, le Venezuela a passé son pic il y a très longtemps, donc ils ont découvert une très grosse baignoire qui aura un tout petit robinet, et donc la question c'est est-ce que le tout petit robinet va permettre de faire remonter ça au-dessus? Pas complètement sûr. Ici vous avez l'Afrique. Alors l'Afrique, au sens large, a passé son pic en 2009, et depuis a perdu 20% de sa production. Alors retenez bien ça, parce que l'Afrique, c'est un des endroits où l'Europe se fournit. L'Algérie, le Nigeria, l'Angola, etc. sont des fournisseurs de pétrole importants de l'Europe. La mer du Nord a passé son pic en 2000, deuxième fournisseur historique important de l'Europe. Troisième fournisseur important de l'Europe, c'est la Russie. Et le ministre russe de l'énergie a dit, donc ça vaut ce que ça vaut, je ne vous le donne pas du tout comme une vérité d'évangile, dans la presse il y a quelques mois, la Russie devrait passer son pic de production dans les années qui viennent. Voilà. Et la Russie, c'est 30% des importations européennes. Les États-Unis, ils avaient passé leur pic sur le conventionnel en 70, ils l'ont toujours passé du reste en 1970 sur le conventionnel, et il y a eu depuis l'effet Shale Oil que vous voyez très bien sur ce graphique. Et ça se prolonge même aujourd'hui, donc ça c'est un truc annuel qui s'arrête en 2017, et ça va jusqu'en janvier 2019. Alors tout le monde surveille en ce moment ce truc-là comme le lait sur le feu, parce que vous avez une baisse transitoire actuellement une baisse actuellement de la production de pétrole dans le Permien, qui, comme je le disais, fait l'essentiel du shale oil aux États-Unis. Et alors tout le monde se dit, est-ce que c'est le début de la fin pour les producteurs de shale oil, parce que surendettement, parce que ceci, parce que cela, en particulier parce que les actionnaires sont en train de dire I want my money back, et donc du coup les foreurs vont arrêter de forer en disant je vais vivre sur le pétrole qui est déjà produit, du coup la production va baisser, et du coup la production mondiale va faire huc, ou bien, voilà, donc j'en regarde en ce moment de manière très scrupuleuse ce qui se passe aux États-Unis. Jusqu'à maintenant, et je vous l'ai dit au début de ce cours, j'ai compté le pétrole parfois en barils. Et je l'ai compté en barils tout simplement parce que c'était ce que les gens avaient sous la main quand ils ont commencé à exploiter le pétrole aux États-Unis. Sauf que le baril n'est pas une unité d'énergie. Ils sont d'accord là-dessus. C'est une unité de volume. Et un petit calcul vous montre que la quantité d'énergie contenue dans un baril a tendance à diminuer au cours du temps. Alors, on le montre d'une autre manière, c'est combien de barils de pétrole il faut pour faire une tonne de pétrole.
eh bien vous voyez que cette quantité a tendance à légèrement augmenter, et c'est notamment le contre-coup du fait qu'on met avec le pétrole des produits plus légers que le pétrole, qui à volume identique pèsent moins lourd, mais ont aussi, à volume identique, un contenu énergétique qui est plus faible. Donc quand on compte la production de pétrole en barils, on ne dit pas combien d'énergie ça amène pour faire fonctionner l'exosquelette mondial. En fait, ce qu'on compte est un peu supérieur, avec le temps de plus en plus supérieur, à ce qui alimente l'exosquelette mondial. Un peu supérieur. Alors, on parlait des États-Unis, voilà les États-Unis. Ici, vous avez la production américaine de pétrole et la consommation américaine de pétrole. Vous voyez qu'il y a encore un peu de marge avant que la production américaine rattrape la consommation. Alors, c'est rigolo parce que quand on était là, j'ai vu un article dans les Échos qui disait « En 2020, les États-Unis seront autosuffisants ». Bon, j'attends. Alors, on peut passer de exportateur à importateur, comme l'Indonésie, sur autre chose que le pétrole. Ici, vous avez le cas de la Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne, qui a été le pays qui, historiquement, a connu le maximum absolu, toutes catégories confondues, de production de charbon par personne, aux alentours de 1900. Ils avaient la production de charbon par tête la plus élevée qu'il y ait jamais eu dans l'histoire, très au-dessus des Chinois aujourd'hui. Mais leurs mines s'étant épuisées, ils se sont mis à importer le charbon. Le gaz était importé jusqu'à la mise en production de la mer du Nord. Vous voyez que les importations baissent. À un moment, ils se mettent à exporter, puis ils se remettent à importer. Et en ce qui concerne le pétrole, c'est pareil. Donc ici, vous avez en creux le double pic de la mer du Nord. Donc ils exportaient beaucoup, ils exportent peu, ils réexportent beaucoup, puis ils se sont mis à importer. Alors maintenant, la question, c'est, en ce qui concerne le monde dans son ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors sur le monde dans son ensemble, je vous ai montré tout à l'heure que les découvertes de pétrole conventionnel, qui constituent encore aujourd'hui le gros de la production de pétrole dans le monde, plus de 75%, y compris en incluant les liquides de gaz. C'est du pétrole conventionnel. Ce que vous dit ce graphique, c'est que quand vous commencez à avoir découvert et exploité une grande partie des gisements qui sont contenus dans une zone, vous avez la matérialisation d'un décalage constant entre le moment où vous découvrez et le moment où vous sortez de terre. Ce que vous avez sur ce graphique, c'est les années qui séparent une fraction donnée de ce qui va sortir comme pétrole qui a été découvert et le moment où ce pétrole est effectivement extrait. Donc la totalité de ce qui va découvert, c'est les réserves ultimes. Et je regarde le décalage en années entre le moment où je découvre 30% des réserves ultimes et le moment où j'ai extrait 30% des réserves ultimes. Eh bien, vous voyez que quand vous êtes au tout début, que vous avez découvert et extrait qu'une petite partie des réserves ultimes, c'est un truc qui varie, mais avec le temps, ça finit par se stabiliser à une valeur qui est raisonnablement constante. Et à ce moment, vous dites, eh bien, sur ce bassin-là, c'est à peu près cette valeur-là qui va séparer le maximum des découvertes du maximum de production. C'est comme ça que vous datez le pic de façon anticipative sur les gisements conventionnels. Alors ça marche très bien pour les États-Unis, et c'est grâce à ça que Marion King-Hubert, au début des années 50, dit le pic de production aux États-Unis, ça sera 1970. Et il ne s'est pas trompé, à l'année près, il a eu raison. Ça marche très bien pour la France. Alors ici, en l'occurrence, on a décalé dans le temps pour montrer la superposition de 2 cycles de découverte et de cycles, là c'était 7 ans en France. Et puis pour le monde dans son ensemble, eh bien, vous avez le maximum des découvertes qui est dans les années 60, et donc le maximum de production sera décalé de quelque chose qui va ressembler à, en gros, 50 ans. Donc quand je dis 50, en fait ça pourrait être un peu plus long parce que vous allez avoir un peu plus de dégâts, etc. Et donc ce que disent la majeure partie des spécialistes, c'est qu'on va vivre une période en plateau ondulé pendant une période mal définie, 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui a probablement commencé dans les années 2000, qui va se prolonger jusqu'à on ne sait pas quand, 2030, voilà, peut-être après, peut-être avant, ça va dépendre aussi de ce qu'on fera sur le climat, et qui va être une période de forte oscillation des prix à cause du processus que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis derrière, il y aura un déclin, parce que mon théorème assimilé-Rolle s'appliquera de toute façon. Donc, quoi que pense l'automobiliste français, et quoi que pense l'automobiliste américain, et quoi que pense l'automobiliste chinois, et quoi que pense l'automobiliste sud-africain, de toute façon, ça déclinera. Puis il faudra vivre avec.
Et si on veut respecter les engagements sur le climat, dont on va parler dans les 2 cours qui suivront, il faut en plus que ça décline plus vite que ce que la géologie nous impose. Mais ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est qu'il y a de toute façon une voiture balai, qui est que même si on ne veut pas, de toute façon, il y a un moment où on a moins quand même. C'est le charme du monde fini. On ne peut pas avoir indéfiniment de plus en plus. Dans cette affaire-là, il y a une confusion très importante qui a lieu en permanence, qui consiste à mélanger des durées et des volumes. Vous avez aussi peut-être, pour un certain nombre de vous, lu ou entendu « il nous reste 30 ans de pétrole ». Alors quand on dit ça, on fait quelque chose qui est illégitime, on compte un volume d'énergie résiduelle en années. Moi, je sais compter du temps en années, mais compter un volume d'énergie résiduelle en années, c'est plus compliqué. Alors en fait, ce que les gens sous-entendent quand ils disent ça, c'est que si vous multipliez la consommation de l'année fois une durée, vous obtenez le volume d'énergie qui reste. Donc en fait, ils parlent d'une intégrale. Alors, il y a une première confusion dans cette histoire, c'est que l'intégrale dont il parle, c'est celle-là. Sauf que aucune consommation ne va suivre une courbe de cette nature. C'est-à-dire, sauf à avoir une peste bubonique géante qui intervient le 1er janvier de la 41e année, qui supprime tous les consommateurs et donc toute consommation, vous n'avez pas 40 ans de pétrole comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas 40 ans à consommation constante, puis le 1er janvier de la 41e année, crac, ça passe à 0. Ça n'existe pas, ça. Donc, compter en années, ça peut avoir du sens si vous désignez l'intégrale, mais ça vous donne une fausse idée de tranquillité, parce qu'à chaque fois que vous entendez « il y en a pour 40 ans de pétrole », moi j'entends « je suis tranquille pour 40 ans ». C'est évidemment ça que j'entends. Et en fait, pour être tranquille, il faudrait qu'on ait encore mieux que ça. Il faudrait qu'on ait 40 ans croissants, puisque ce qui nous assure la tranquillité, c'est la croissance, donc une production croissante. Donc en fait, je serais plutôt tranquille pour 32 ans. En fait, la bonne manière de comprendre ça, c'est cette courbe-là. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir 40 ans de pétrole au sens de l'intégrale, vos 40 fois la consommation de l'année, et pour autant, vous êtes demain matin en production déclinante. Or, ce qui va faire mal à l'économie, je vais vous le montrer dans pas longtemps, c'est pas le fait que l'intégrale vaille encore 40 ans, ou 60, ou 80, ou 253, c'est le fait que cette ressource, qui est la ressource indispensable aux échanges, donc à l'économie telle qu'elle est configurée aujourd'hui, vienne à manquer demain, au sens où demain, j'en ai 3% de moins. C'est ça qui est important. Le fait qu'il m'en reste, entre guillemets, pour 40 fois, le fait que le volume de ma baignoire soit 40 fois ce qui est sorti du robinet l'année dernière, ça ne me donne pas le débit futur. D'accord ? Ça ne me donne pas le débit futur.